Des buildings impressionnants, des autoroutes qui s'entremêlent, des plages infinies, des immeubles art déco, des yachts de luxe, des retraités qui se chauffent au soleil, des lacs et des canaux enserrant des îles artificielles et la fantaisie au coin de la rue, voilà Miami. Yeah, to make you mad. This be your boy Dean back and you're watching Fresh TV, baby. Une ville qui, grâce à la volonté et à l'énergie de quelques hommes, devient une métropole, là où dans les marécages régnaient il y a moins de 100 ans les moustiques et les alligators. Des hommes qui, en 1896, comme Fragger et Plant, font arriver le chemin de fer. Ou comme Fisher et Merrick, qui bâtissent Miami Beach ou Coral Gables. En Floride, tous les symboles du rêve américain se fondent. George Merrick, créateur de Coral Gables, arrive en Floride en 1899, il a 12 ans. Rien ne destinait ce fils de pasteur à passer à la postérité en imaginant The Beautiful City. En 1922, son père lui laisse 12 km² de champs de citronniers et de forêts de pins. Il planifie un immense projet, construire la plus belle banlieue de Miami. Pour donner vie à son pays imaginaire, il investit 100 millions de dollars, plus 5 pour la promotion. Il veut attirer dans ses quartiers de style espagnol, italien, français et même chinois les fortunes de New York. L'ouragan de 1926 met un terme à son rêve et ruine Merrick. Il finira sa vie comme postier à Miami. Mais aujourd'hui, Coral Gables demeure l'un des plus beaux chefs-d'œuvre d'urbanisme des États-Unis. Il fait bon flâner à l'ombre des vieux acajou et des banians, ou le long des jardins regorgeant de lauriers, d'hibiscus et de bougainvilliers, dominés par la plus emblématique réalisation, le Biltmore Hotel. Ouvert en 1926, il devient rapidement le rendez-vous des gens riches et célèbres. Sa piscine, la plus grande des USA, le théâtre de toutes les fêtes, partage la vedette avec le golf. Il y a le terrain de golf qui est créé en 1925 et c'était par l'architecte très fameux, un Écossais qui s'appelle Donald Ross. Il est resté tel qu'il a été pensé et récemment nous avons investi plusieurs millions de dollars pour rénover le terrain. Nous avons engagé un architecte qui son spécialité est de faire les rénovations spécifiques à Donald Ross. Au sud de Miami se cache un immense océan de verdure, Biscaya, la traduction en basque de Biscayne, cette baie sublime qui borde la ville. James Deering, vice-président de la compagnie internationale Harvester, fit fortune en construisant des machines agricoles. De santé fragile, il veut profiter des douceurs de l'hiver en Floride. Il s'offre une folie, la réplique d'un manoir italien du XVIe siècle. Pour les jardins, le Colombien Diego Suárez s'inspire des jardins à la française. Bosquets taillés, parterres de broderies aux motifs ressemblant à des tapis persans, statues, bassins et fontaines nous font penser à un petit Versailles. Un œil averti découvrira que le hou et le buis ont été remplacés par des chênes de Virginie et du jasmin indigène. James Deering hiverne à Biscaya de 1916 à sa mort en 1926. Le comté de Miami-Dade rachète la propriété en 1952 et ouvre la maison et les jardins au public, qui servent aussi de décor aux vidéastes et aux photographes. Ils immortalisent le plus beau jour de leur vie des jeunes mariés. Ne cherchez pas le futur époux, il ne doit pas voir la robe avant la cérémonie. Poursuivons notre route vers le sud. Charles Deering, le demi-frère de James, possédait lui aussi ses quartiers d'hiver au bord de l'océan. La demeure est plus modeste, car il a voulu préserver la nature. Le domaine de 162 hectares, bien que saccagé en 1992 par les vents soufflant à 260 km/h du cyclone Andrew, reste l'intérêt principal. On peut admirer le plus grand hammock intact d'Amérique.
se promener sous les palmiers royaux et observer les ibis blancs dans la mangrove. À l'orée du XXe siècle, David Fairchild, surnommé le Christophe Colomb de l'horticulture, parcourt le monde pour ramener et acclimater aux USA 75 000 plantes. Sa résidence, The Kampong, est un laboratoire à ciel ouvert. Larry Shockman explique aux visiteurs que c'est un jardin comestible. Larry, quel est cet arbre ? Cet arbre est de Guyane. Il se nomme Curupita guyanensis. Le fruit ressemble à un boulet de canon. Il est gros et il tombe. Regardez comme ces fleurs sont belles. Elles poussent le long du tronc. C'est un arbre jeune, il a environ 8 ans. Mais il pousse très vite. Même ici, dans le récif corallien. Nous creusons tout autour de l'arbre pour ôter le corail et nous remplissons avec des matières organiques, du compost, car cet arbre, qui vit dans la jungle guyanaise, a besoin d'un sol acide. We had some students here. Oh, I can see some fruit here. Looks like small cashew. Ooh, take care, Larry. Oh, attention, Larry. Oh, yeah, beautiful. You want me to take Take it from the base. Got it? Yes. Wow. That's also Joy. C'est la même odeur. Oui, mais celle-ci se nomme Michelia champaca et celle-ci Michelia champaca alba. Alba, parce qu'elle est blanche. So beautiful. Elle est magnifique. Joy, it's a French perfume. Elle est utilisée dans le parfum français, Also from the Joy. Philippines. Elle est également originaire plant des is from the Philippines. Oui. Joy is a French perfume from Jean Patouf. Joy, c'est le parfum français de Jean Patou. Doesn't smell like this. No? This is better. Mais ça sent... celle-ci sent meilleur. This is the banyan. And Voilà le the banyan is banyan. from the ficus. Is a kind of The ficus. ficus Et is le the banyan genus est un ficus, c'est une of sorte de all ficus. those banyans. Oui, le ficus est le genre de tous les Now, this banians. we call our wedding tree. Nous l'appelons notre arbre à mariage, parce que nous avons eu 23 mariages sous cet arbre. Et je peux vous assurer que nous n'avons jamais eu un seul divorce. We have had no divorces. Great. Super. This is also from the Philippines and Celui-ci vient aussi des Philippines, Sri Lanka. du Sri Lanka. This is a hard shell La coque est dure. in the citrus Il est family. de la famille des citrus. Citrus. Yes. Oui. It's called Egli. Son nom est Eglimamlos, de la famille des Family Ruthésies. is Ruthésiae. And you open it. In the opening, there's a gelatinous. Quand vous l'ouvrez, il y a une substance This gélatineuse. is dry, of course. This is dry. There's a gelatinous substance in here. And in the Philippines, Et aux They Philippines, heat it. in the old days, l'histoire veut que dans l'ancien temps, they would give the bride on la donnait aux fiancés le soir de la nuit de noces. This as Ça. an aphrodisiac. Et c'est un aphrodisiaque The Philippines. aux Philippines. Also, Mais when the fruit quand is le ripe, fruit est mur, it is a c'est un laxative. laxatif. Okay. So somebody asked the question, Alors on How se can demande it be comment il peut être Aphrodisiac aphrodisiaque and as laxative. well as et a laxatif. laxative. And the answer is, Et la it réponse, is in the timing. ça dépend du timing. Very On les colorful. circles, C'est très coloré. Habituellement, ces fleurs sentent plutôt bon, non? When nature is funny, Vous savez, la nature est très amusante parfois. it may not smell so well. Certaines fleurs peuvent être très belles et n'avoir pourtant aucune odeur. Some flowers look beautiful and don't have a smell. Okay. See this here. See the Regardez ceci. Spanish moss. C'est de la mousse espagnole. I've never seen one like this. Je n'en avais jamais vu auparavant. C'est incroyable. Incredible. This is in the pineapple family. C'est de la famille des ananas. Ah bon? Velcro. Le velcro a été was inventé designed d'après cette by plante. This design. Yeah, yeah. Velcro. Of course.
Je dois vous dire que nous n'avons pas utilisé d'insecticide ici au Kampong depuis 32 ans. Yes. No insecticides for 32 years. Because remember, Car rappelez-vous, si vous essayez de tuer les insectes, vous éliminez également leurs prédateurs. Alors nous essayons d'être le plus bio possible. Tout est recyclé. Tout est planté sur environ 20 cm de terre. Regardez les couleurs des feuilles. Regardez les papillons. La mouche dragon. Nous avons 37 espèces différentes de papillons. Et si nous traitions, vous ne verriez pas toutes ces espèces. Robert H. Montgomery, homme d'affaires et passionné par les plantes, crée en 1938 un jardin botanique. Il lui donne le nom de son ami, David Fairchild, qui lors du discours inaugural souhaite que ce jardin devienne le lieu où tout le monde pourra toucher la beauté, l'étrangeté et les formes intéressantes des plantes tropicales. Aujourd'hui, les 5000 espèces végétales, dont la plus grande collection de palmiers au monde, remplissent parfaitement cette mission. Les travaux de David Fairchild prouvent leur utilité à Homestead, la plus grande région horticole des États-Unis. Il aurait certainement apprécié une visite au Fruit and Spice Park avec Chris B. Rollins comme guide. Le Fruit and Spice Park est le seul jardin botanique des États-Unis entièrement consacré aux espèces tropicales. Fruits, épices, herbes aromatiques et plantes d'intérêt économique du monde entier. Il a été créé en 1944 et il est géré par le comté de Miami. Sa superficie est de 45 acres, environ 12 hectares, où sont plantés 2500 arbres, dont 500 sortes produisant des fruits tropicaux et d'autres plantes comestibles. Nous avons aussi 150 sortes différentes de mangues, 55 d'avocats, 70 de bananes et 75 de bambous. Nous avons également toutes sortes de fruits inconnus, originaires des jungles du monde. Certains ont une importance économique et d'autres sont juste des fruits utiles quand vous avez vraiment faim. Cette région au sud de Miami n'est pas très connue, mais c'est une zone très importante pour l'horticulture et l'agriculture. Nous cultivons des légumes d'hiver, des tomates, des courges, des haricots, ainsi que des légumes d'origine espagnole et asiatique. Nous produisons également des fruits, des avocats, des mangues, papayes, citrons, litchis, fruits de la passion, mamas, la liste est longue. Vous savez, la raison de cette diversité vient du fait que Miami est un pays de mixité culturelle, regroupant des populations du monde tropical. Il y a donc un marché pour la plupart de nos productions. Les plantes de notre collection viennent de l'ensemble des zones tropicales et subtropicales du globe. Le parc est divisé en 5 régions. L'Amérique tropicale, l'Afrique, l'Asie, l'Australie et le Pacifique, et pour terminer, la Méditerranée. Pour la Méditerranée, nous avons des herbes aromatiques, des légumes, des pommiers, des pêchers, etc., etc. Et si vous venez un dimanche après-midi, vous verrez des familles marchant dans le parc. Des Cubains par là, des Jamaïcains par ici, des Thaïlandais ailleurs, tous allant vers les arbres de leur pays. Et vous savez, c'est très intéressant et amusant de voir et de discuter avec ces gens qui viennent du monde entier. Depuis la création du parc, nous avons eu 2 cyclones importants et des inondations. Et à cause de ça, tous les arbres originaux ont été détruits puis replantés après 1950. Papaye, ananas, pitaya, mangue et autres fruits exotiques qui poussent en Floride ont inspiré Philippe Ruiz, le chef cuisinier du Biltmore. On peut mettre un peu de melon. Ça, c'est du cantaloupe. Donc celui qui cultive pas mal en Guadeloupe. Ça, c'est un fruit cactus. On va mettre un peu de couleur.
On met une comme ça dedans. On va mettre 2-3 petits morceaux de banane. Je vais mettre un petit morceau de pastèque, parce que la pastèque, quand même, en Floride, fait bien chaud. C'est très rafraîchissant. On peut mettre un petit morceau de papaya. Papaya, hein, donc ça, la papaye, c'est bon, c'est très bon aussi quand elles sont vertes. Bien râpées avec du jus de citron, un peu d'échalote. Allez, un petit morceau de mangue. Un petit peu de starfruit, on appelle ça la carambole. On peut mettre aussi un petit peu comme ça en décor partout. Je pense qu'on a une assiette de fruits qui est sympa. Encore une folie. En 1925, William Randolph Hearst achète, fait démonter et fait transporter à New York un monastère espagnol du XIIe siècle. Ruiné, il ne peut le reconstruire. Un incroyable puzzle de 15 000 pièces qui devra attendre jusqu'en 1952 dans un hangar de Brooklyn, un autre milliardaire. En 19 mois, et avec la jolie somme de 1,5 million de dollars, le monastère et ses jardins retrouvent la vie et sa vocation. Un lieu de prière et de recueillement, comme il l'avait été durant les 700 ans d'occupation par les moines cisterciens. Toujours une folie, celle d'un homme ordinaire. Edward Letzkalnin, né à Riga en 1887, émigré aux États-Unis. Fiancé à Agnès, de 10 ans sa cadette, elle renonce au mariage, la veille des noces. Ed passera sa vie à bâtir pour sa princesse un palais de corail incroyable. Le testament de son amour éternel pour sa Sweet 16. Voici la plus grande table en forme de cœur du monde. Elle pèse 500 pounds, environ 220 tonnes, avec des fleurs sur le dessus. Ed a mis ce vase parce qu'il voulait que son amour, Agnès, ait des fleurs fraîches tous les jours. 28 ans de travaux incessants dont il est difficile aujourd'hui encore d'expliquer la mise en œuvre. Ed travaille, loin des regards, la nuit. Il aurait déplacé des blocs de corail, certains de 15 tonnes, seul, assurant avoir maîtrisé la lévitation. Voici le premier quartier de The Moon Pound, l'étang de la Lune, qui pèse 18 tonnes. Ici, le second quartier, 18 tonnes également. Et toutes ces pierres viennent de Floride. Ici, la pleine lune du milieu pèse 23 tonnes. Des perroquets, des flamants roses, des alligators à 2 pas des gratte-ciel. Une jungle au cœur de Miami. C'est la dernière aventure des hommes, ou plutôt d'un homme, Jeff Szymanski. Nous sommes ici à Jungle Island, une forêt créée par l'homme au milieu de la ville. C'est une forêt tropicale qui a été bâtie sur du remblai. Il n'y avait rien encore ici il y a 6 ans, excepté l'arbre qui est derrière moi. Tout le reste a été planté. Des centaines d'arbres, beaucoup de la taille de ce banyan, ont été transplantés et nous avons eu 100% de succès. Le parc a été installé et développé sans l'aide d'engrais chimiques ni de pesticides. Nous avons mis en place un écosystème qui utilise les insectes utiles qui vivent aux alentours. À l'origine, il n'y en avait pas, mais ils se sont installés. Donc, lorsque nous avons un problème sur un arbre ou sur une plante, les insectes le défendent et nous n'avons pas à faire de traitement. La seule chose que nous apportons, c'est du compost. À la conception du parc, le sol était sans vie. Pas de vers de terre, pas de micro-organismes, car l'île artificielle, faite par l'homme, provient des dragages lors de la création du port de Miami au début du XXe siècle. Nous avons un volume d'eau d'environ 1 million de litres, avec le lac des Flamants Roses, des milliers de poissons, des canards, des oiseaux, des tortues.
Nous essayons d'être bio en utilisant notre Everglade, avec des plantes plantées dans l'eau comme système de filtration. Nous utilisons également la filtration mécanique qui nous permet de récupérer et d'utiliser les boues filtrées comme fertilisants. When we do it with our mechanical filtration system, when we take out the sludge and the debris that accumulates in the water, we use that as fertilizer. Je crois absolument que l'on peut faire cela dans un jardin de n'importe quelle taille. Mais bien sûr, plus il y a d'espace, plus l'habitat sera favorable aux insectes utiles. Cependant, même dans un petit jardin, si vous pouvez contrôler votre eau, si vous contrôlez les nutriments dans votre sol, vous créez une zone saine avec des éléments organiques qui respectent le cycle naturel de la vie et de la mort et vous donnez ainsi à vos plantes ce dont elles ont besoin. Il faut juste penser un peu différemment. Cela vous permettra également d'économiser de l'argent. Le développement du site de cette manière a permis de réduire les coûts de plusieurs milliers de dollars. À 2 pas de Jungle Island, Miami Beach. Cette île de sable ne fut reliée à la terre qu'en 1913 et mise en valeur par Carl Fisher. Un ouragan en 26, le krach boursier de 29 freine son développement. Miracle, dans les années 30, Miami Beach se couvre de centaines de bâtiments art déco. Le déclin revient avec la Seconde Guerre mondiale. Nouveau miracle, une campagne de rénovation redonne ses couleurs à cette merveille de l'architecture contemporaine. Petit plus, certains immeubles cachent, comme le Crick Hotel, un jardin. Kira Vols, le chef cuisinier, y cultive des herbes aromatiques indispensables pour ses créations. Aujourd'hui, un pistou très méditerranéen avec persil, origan et bien sûr basilic. Donc, je mélange l'ail, les amandes et le fromage ensemble. Je ne mets pas le jus du citron car il fait noircir le pesto qui va s'oxyder plus vite. J'utilise juste seulement les zestes car j'aime le parfum du citron. Sel et poivre maintenant. Il faut être généreux avec le sel. Le sel est votre ami. Et maintenant les herbes. Je garde les tiges. Parfois, elles sont amères quand les plantes sont vieilles. Mais celles-ci sont très jeunes. Elles arrivent tout droit du jardin, donc elles sont très fraîches et tendres. Je mixe le tout par petits coups. Et j'incorpore lentement l'huile d'olive. L'huile d'olive vierge extra. Prenez en compte votre goût personnel. Par exemple, si vous voulez un pistou plus crémeux, mixez-le plus longtemps. Moi, j'aime le mien bien compact. Je vais le décoller des parois et le mixer un peu plus. Pulse. And I think that's it. Stick a little taste in there. Je goûte. Et voilà. And again, pasta, sandwich spread. On peut utiliser le pistou sur des pâtes dans un sandwich pour accompagner un poisson, un risotto. En France, nous avons la fameuse soupe au pistou. Risotto, whatever. Les possibilités d'utilisation sont vraiment infinies. Il fait bon flâner aujourd'hui sur Ocean Drive, la Riviera américaine, en imaginant la vie en Floride, il y a 100 ans.
Une étendue de marécages inhospitaliers que l'homme a su domestiquer pour le bonheur des touristes. Jusqu'au XVIe siècle, la Floride était peuplée d'Indiens. La colonisation espagnole, qui commença avec Ponce de Léon en 1513, leur fut fatale. Guerres et épidémies les décimèrent. Pendant 250 ans, la Floride n'est qu'un avant-poste des colonies espagnoles des Caraïbes, avant de devenir anglaise et américaine en 1821. La centaine d'îlots coralliens qui s'étendent plein sud sur 200 km reste pendant des siècles, pour les pirates et les pilleurs d'épaves, un repère qu'ils partagent avec les pêcheurs d'éponges. Car on ne parcourt les Cays qu'en bateau. Il faut attendre 1912 et Henry Flagler pour que l'Overseas Railway atteigne Key West. La ville se développe, influencée par un flot constant d'immigrés venus des Caraïbes, d'Europe, ou par ceux qui veulent fuir le conformisme. Puis par des personnalités, des écrivains, des hommes politiques en quête de tranquillité. Le plus célèbre, Ernest Hemingway, qui disait de Key West, avec cette profusion de fleurs, de tamariniers, d'agaves et de palmiers, c'est le plus bel endroit du monde. La maison occupée par Hemingway se situe au 907 Whitehead Street. Dave Gonzalez nous y attend. Hemingway est arrivé en 1928 pour acheter une voiture de sport, modèle A Ford Roadster, mais celle-ci n'était pas prête. Il est donc allé à l'hôtel en attendant et est tombé amoureux de Key West, notamment à cause de la pêche. Il a donc décidé qu'il devait vivre, pêcher et écrire à Key West. Et qu'est-ce qu'il a donc écrit ici ? 70% de ses œuvres, comme Pour qui sonne le glas, Le port de l'angoisse, qui raconte l'histoire de la Grande Dépression des années 30. Par contre, Le vieil homme et la mer a été écrit à Cuba. Il vivait ici avec Pauline, sa seconde femme, qui était rédactrice de mode pour le magazine français Vogue, et qui avait beaucoup de goût. Et à propos du jardin, était-il comme cela au départ ? Ah non, pas du tout. Le jardin que vous voyez actuellement est le résultat de l'arrivée de l'eau courante. En 1930, la seule source d'eau était la pluie, récupérée par un système de gouttières et stockée dans des citernes souterraines. Il y a une citerne de 75 000 litres dans cette propriété. Vous ne gaspillez pas l'eau pour arroser les plantes. Elle avait uniquement une utilisation domestique. La végétation n'était donc pas aussi luxuriante. Il y avait des arbres comme les hibiscus, les cactus et les cocotiers, qui pouvaient résister à la sécheresse, mais pas du tout ce que vous voyez aujourd'hui. Hemingway avait 50 chats dans la propriété et nous essayons de maintenir ce même nombre. Donc vous pouvez apprécier le domaine tel qu'Hemingway le voyait. Et ces chats ont une particularité ? Oui, ce sont des chats polydactyles. Ils ont un doigt supplémentaire. Environ la moitié des chats de la propriété a cette caractéristique. C'est assez incroyable de voir ça. Il y a des légendes à propos de ces chats, appelés également Gypsy Cats. Un capitaine de bateau en a offert un à Hemingway, qui était friand de ces légendes folkloriques. Donc voici la piscine, la fameuse piscine. Oui, Pauline a fait construire cette piscine en 1937, alors qu'Hemingway était en Espagne, comme correspondant pendant la guerre civile. Hemingway n'aimait pas les dépenses et ce fut une grande surprise pour lui à son retour. Et fut-il content ou pas ? Pas quand il connut le prix. Pauline avait dépensé $20 000 en 1937 pour cette piscine. En comparaison, Hemingway avait acheté la propriété en 1931 pour seulement $8 000. Il était très en colère.
À tel point qu'il a pris un penny de sa poche et a dit à Pauline, « Si tu dois dépenser tout notre argent de cette manière, je te donne mon dernier penny. » Il jeta la pièce par terre aux pieds de Pauline et s'en alla furieusement. Pauline prit le penny et le scella dans le sol. Last Hemingway penny, le dernier sou d'Ernest Hemingway, mesdames et messieurs. Restons sur Whitehead Street pour visiter la demeure et le jardin du capitaine Geiger. C'est maintenant un musée qui commémore le séjour à Key West du célèbre peintre naturaliste Jean-Jacques Audubon, considéré comme le premier ornithologue du Nouveau Monde. En 1803, à l'âge de 18 ans, il part en Amérique pour éviter d'être conscrit dans l'armée napoléonienne. Son père possédait une ferme près de Philadelphie où il put s'établir. Il gagna ensuite la Louisiane, et c'est là que l'intérêt d'Audubon pour la nature s'éveilla, en particulier l'observation et la représentation des oiseaux. Il emporta ses peintures en Angleterre, où il rencontra les meilleurs graveurs sur cuivre de l'époque, lui permettant de transformer ses peintures en gravures peintes à l'aquarelle. Sa visite de la région en 1832 lui permit d'enrichir ses découvertes de 19 espèces d'oiseaux, des milieux aquatiques environnants principalement. Il s'inspira des arbres et des plantes de Key West pour créer les arrière-plans de ses peintures. Afin de commémorer le séjour de Jean-Jacques Audubon, la famille Wolfson restaura cette maison où s'exposent les originaux des premières gravures peintes à l'aquarelle réalisées par Audubon, représentant les oiseaux de la région. Bâtie en 1834 pour un capitaine anglais, Heritage House est l'une des plus anciennes maisons de Key West. Si de grands noms de la littérature ont fait la renommée de Key West, de très anciennes familles ont fait perdurer les traditions de l'île. Jessie était de la 5e génération des Key Westers, surnommés les Conques. Elle avait un vrai amour pour la préservation et l'histoire de l'île. Elle a acheté cette maison avec son premier mari. Elle a restauré la maison elle-même et y a vécu jusqu'à sa mort en 1979. Justine est l'initiatrice de la Fondation pour la restauration de la vieille île. Elle a restauré 33 maisons dans l'île et aida à la remise en état de 100 autres. Vous pouvez remercier Jessie lorsque vous marchez dans le vieux Key West et que vous admirez l'architecture des maisons anciennes. Elle avait beaucoup d'amis riches et célèbres comme Tennessee Williams, Ernest et Pauline Hemingway, Robert Frost, qui de 1945 à 1960 passa les hivers dans le cottage, situé dans le jardin. Robert Frost a toujours eu envie d'avoir une maison ici, et Justine le logeait gratuitement, car ils étaient amis. Il est devenu veuf en 1960, mais a continué à venir tous les ans, apprécier l'hospitalité de Jessie ainsi que le jardin. Enough place for him to just hang his hat and sleep at night. À Key West, chaque cottage possède un jardin sur l'arrière, avec une citerne et un système d'eau potable, parce qu'il y a peu d'eau sur l'île. Et nous sommes chanceux d'avoir l'une des rares sources d'eau douce de l'île. Chaque cottage avait donc sur l'arrière une citerne, une cuisine extérieure, et un jardin, pour que les gens puissent cultiver leurs légumes. Vous vous rendrez compte en marchant dans Key West que les maisons sont vraiment proches les unes des autres, mais l'arrière est très profond. Le rez-de-chaussée de la maison est un musée dédié à la mémoire de Jessie. C'est sa fille Jeanne qui a décidé de le créer en 1991-92. Les étages et le Frost Cottage sont loués pour financer le musée. Si la ville s'étend sur la totalité de l'île, on y trouve un Downtown Key West, très fréquenté par les touristes, notamment pour le Mallory Square and Sculpture Garden.
Historiquement, le lieu où accostèrent les premiers navires, célèbre pour son coucher de soleil à couper le souffle, mais aussi pour le jardin de sculptures, où sont représentées à l'ombre des tamariniers les figures les plus emblématiques de l'île. Parmi elles, Ernest Hemingway, évidemment, mais aussi Sir Louis Gabriel, qui protège Key West des ouragans, ou encore Harry Truman. 33e président des États-Unis, il aimait séjourner l'hiver à Key West, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. La résidence qu'il occupa prit naturellement le nom de Little White House. Les présidents Eisenhower, Kennedy et plus près de nous en 2005, Bill et Hillary Clinton y ont passé quelques moments. Aujourd'hui, Little White House est un musée entouré d'un jardin luxuriant. Caché en plein cœur du Key West historique se trouve un véritable petit bijou, le Nancy Forester's Secret Garden. C'est une mini-forêt tropicale avec une étonnante collection de palmiers, d'orchidées, de broméliacées ou encore de fougères. Un jardin inspirant. Quand je suis arrivée ici en 1969, l'endroit était un dépôt d'ordures sauvages. Les gens avaient pris l'habitude d'y jeter tous leurs déchets. Matelas, lits, verres, tout ce qui est imaginable. Vous êtes dans le dernier espace naturel de Key West, au milieu de la ville. Quand je suis arrivée il y a 40 ans, je me suis juré de ne jamais construire dessus. J'ai donc décidé d'y mettre des plantes et des animaux. J'ai suivi la tradition des conques, les premiers arrivants de Key West, qui plantèrent des végétaux venant du monde entier. Pour pouvoir manger. Oui, pour manger, mais aussi pour embellir l'île. J'ai donc continué à agrandir le jardin en ajoutant des plantes du monde entier. J'ai une très importante collection de plantes et certaines sont rares et en voie de disparition. Nous avons des palmiers du monde entier, plus de 100 et nous en sommes assez fiers. Nous n'utilisons pas de pesticides ou de fongicides. Je veux seulement que le jardin soit aussi naturel et bio que possible. Je pense que je suis née avec la passion des plantes. C'est un don. Je n'ai pas appris. Je me sens une avec la nature. Je suis née avec et cela m'inspire en tant qu'artiste. Cette plante est très belle, c'est une Materosia delicosias. Elle ne donne pas de fruits en ce moment. Je ne peux donc pas vous les montrer. Mais c'est un fruit comestible. Elle fait une très belle fleur blanche en forme de cône. Ces fruits sont aussi très petits, spéciaux et délicieux. C'est bon à manger. C'est assez excitant à manger. C'est vraiment un jardin très spécial dans le monde à cause du climat. Ici, il ne gèle jamais. À Miami, il gèle parfois, mais jamais ici. On peut donc cultiver des plantes qui, à Miami, doivent pousser dans des serres. Nous avons par exemple un arbre à pain, ce qui serait impossible à Miami. J'étais naïve quand j'ai ouvert le jardin. Je pensais que l'argent des visites serait suffisant pour entretenir le jardin et m'en sortir toute seule. Quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas, j'ai créé en 2000 le projet MANA, association à but non lucratif, qui s'occupe maintenant de la gestion du jardin.
Mana Project va faire en sorte que le jardin puisse continuer à vivre sans être acheté et détruit, afin que les générations futures puissent en profiter. Key West bénéficie donc d'un climat exceptionnel, le seul hors gel de la partie continentale des États-Unis. Un paradis pour la flore et par conséquent la faune. Ainsi, le Tropical Forest and Botanical Garden a pour mission de préserver les espèces endémiques. C'est un vieux jardin botanique établi en 1935, suite à un programme de Roosevelt pour inciter les gens à travailler. Ils ont fait un jardin botanique qui faisait une vingtaine d'hectares. Le jardin a été abandonné pendant la Deuxième Guerre mondiale et entretenu de nouveau au début des années 60 pour retomber à nouveau dans l'oubli peu après, au moment de la crise de Cuba dans les années 62. Il a été amputé d'une grande partie de sa superficie à cause du développement immobilier de l'île. Il s'étendait sur une superficie de 7 hectares en 1988. Il a été redéveloppé depuis 2002 pour aboutir au jardin que vous visitez aujourd'hui, qui représente un programme éducationnel sur les caisses, les plantes et les animaux. Ici, il ne gèle jamais et les arbres grandissent tout le long de l'année. Nous avons 6 mois de saison humide et les arbres perdent occasionnellement leurs feuilles pendant un mois. 85% des végétaux sont des plantes endémiques. Lors du programme de Roosevelt en 1945, il y avait des plantes exotiques du monde entier. Mais maintenant, nous favorisons les plantes des Keys, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Une partie de la sauvegarde du jardin se fera grâce au programme d'éducation. Les étudiants du comté de Monroe pourront visiter le jardin 2 fois par an pour apprendre à respecter l'environnement à travers la découverte des plantes endémiques. Ceci fait partie d'un programme éducatif. Les enfants peuvent ainsi voir, toucher les chenilles, jouer avec elles. On leur explique la métamorphose des papillons. Nous faisons actuellement une extension du jardin pour pouvoir replanter les 5,5 hectares pris par le gouvernement dans les années 40. Et grâce à cela, nous espérons retrouver le jardin d'autrefois, dans lequel nous inclurons un espace de plantes cubaines. Le jardin est ouvert au public 7 jours sur 7, 365 jours par an, et l'entrée est gratuite, mais les gens peuvent faire un don. Un peu de courage est nécessaire pour gravir les 88 marches du phare de Key West. Construit en 1847 pour remplacer la tour originale en bois, il a été rénové et transformé en musée en 1989. Du haut de ces 30 mètres, le panorama sur la ville est magnifique et vous aurez une vue plongeante sur les jardins. Il n'est pas facile d'apercevoir ces minuscules îlots de verdure qui se cachent derrière les façades de bois des maisons de Key West. Il faut pousser les portes pour découvrir de merveilleux espaces de quiétude et de repos. Plus facile à visiter, The Garden Hotel.
Cette maison de maître, construite en 1874 dans le plus pur style des Bahamas, cache un jardin botanique créé en 1930. Lorsque Peggy Mills achète la propriété, un ami lui donne d'abord 6 cocotiers. Et comme elle a certainement la main verte, ils grandissent. Elle se procure ensuite les terrains avoisinants et plante de nouveaux arbres. Elle envoie ses gens prélever des végétaux dans les Everglades, ce qui aujourd'hui est strictement interdit. Elle obtient l'autorisation de collecter des plantes dans le monde. On la surnomme la Dame aux orchidées pour sa très belle collection originaire du Japon et d'Hawaï, qu'elle aime offrir à tout Key West. Les jardins seront ouverts au public en 1968 et la maison transformée en un hôtel très cosy que dirige Kate Miano. Des jardins qui sont toujours aussi agréables, particulièrement lors des soirées jazz. Au bord de l'océan, un lieu historique, le West Martello Tower, construit en 1860. Derrière la muraille de briques, se cache depuis 1955 The Key West Garden Club. Il y a 50 ans, une commission fut créée pour sauver et préserver ce lieu historique. Le Key West Garden Club n'avait pas de lieu. Alors nous sommes venus ici et les volontaires se sont occupés du jardin. Ça se passe tous les lundis matins, de 9h à midi. Nous bêchons, nous plantons, nous fertilisons, nous taillons. Et tout cela sur la base du volontariat. Nous avons maintenant beaucoup de nouvelles recrues qui viennent du Nord et cela crée une mixité. C'est vraiment formidable de venir travailler ici. Tout le monde peut venir ici, tous ceux qui sont volontaires, tous les lundis, pour apprendre. Et c'est gratuit. Aujourd'hui, nous rempotons des plants de broméliacées. C'est un gros travail. Elles ont de très belles couleurs rouges. Elles sont très belles. Nous avons aussi repiqué des petits plants. Nous en avons obtenu 17. Ils sont vraiment tout petits. Nous essayons d'avoir beaucoup de plantes endémiques, car nous sommes près de l'océan. Les plantes doivent être solides, car elles sont exposées à l'air salé, au cyclone, au vent. Elles doivent aussi survivre aux embruns de l'océan. Par contre, les orchidées doivent être protégées. Alors lorsqu'un cyclone est annoncé, nous les rentrons à l'intérieur. Malheureusement, nous avons été inondés pendant le cyclone Wilma. Mais les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes pour réparer les dégâts. Ce que vous voyez ici a survécu à beaucoup de mauvais temps. Mais les plantes ressuscitent et sont de nouveau belles. Tous les lundis matins, nous avons une petite conférence sur les plantes dans notre serre et nous organisons 2 ventes annuelles de plantes en avril et en novembre.
Pour rejoindre Old Town, depuis Martello Tower, une halte s'impose à Southern Point, l'extrémité méridionale des États-Unis à seulement 140 km de Cuba. Indispensable aussi de flâner dans Duval Street, bordé de magasins de souvenirs, de restaurants, ou de jeter un coup d'œil au jardin de la cathédrale Saint-Paul. Puis d'attendre la nuit où la vie intense se poursuit. Surtout en octobre, durant le festival Goombay. Depuis 28 ans, la ville, dans une totale liberté, donne libre cours à son imagination. Tout à l'image des communautés qui, depuis plus d'un siècle, convergent vers la Congrès Public. Hey, now what is this new contraption here?